Les forces armées togolaises ont présenté leur rapport annuel au chef suprême des armées, le président de la République, Faure Sossimna Gnassingbé. Ce rapport est le bilan de l'année 2024 avec toutes les opérations mises sur pied sur le plan sécuritaire, surtout avec le nouveau défi sécuritaire, les attaques terroristes dans le nord du pays. Selon les témoignages des FAT portés par les officiers supérieurs, les questions sécuritaires ont bénéficié d'une approche holistique au cours des derniers 12 mois avec la consolidation de la paix et le renforcement des capacités opérationnelles et de la modernisation de l'institution militaire malgré la conjoncture économique. Ces investissements ont conduit à des victoires d'étape de l'armée togolaise dans sa résistance face aux terroristes. Depuis les premières incursions terroristes, près d'une centaine de soldats sont tombés sur le champ de bataille et plusieurs autres vont devoir garder des séquelles de ces batailles pour le restant de leur vie. Les disparus, au nombre de 95, ont été faits à titre posthume chevaliers de l'ordre du Mono. Les blessés, au nombre de 25, quant à eux, ont reçu la croix de la vaillance pour leurs actes de bravoure posés au front. 5 autres officiers et sous-officiers ont été aussi élevés à la croix de la vaillance. Aux familles des victimes tombées au front, des attributs leur ont été offerts. Ils sont composés d'un drapeau et d'une médaille. Selon les officiers supérieurs de l'armée togolaise, les forces armées togolaises ne vivent et ne mourront que pour une seule cause, celle de la défense de l'intégrité nationale. Par ailleurs, en 4 ans, les forces armées togolaises ont reçu une dotation de plus de 624 milliards de francs CFA au titre de la loi de programmation militaire votée en 2020. Le Togo annonce la création de 5000 nouveaux postes dans la zone franche industrielle pour 2025 dans le cadre de sa politique de développement économique. Objectif, stimuler l'industrialisation du pays et répondre à la demande croissante d'emplois. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de croissance continue visant à attirer davantage d'investissements et à favoriser la création de nouveaux emplois. Elle fait suite à la prévision de recrutement de 14 000 nouveaux fonctionnaires annoncés pour 2025, dont environ 8 000 postes dans le secteur de l'éducation, plus de 2 400 dans le domaine de la santé et 800 dans les finances. La plateforme industrielle d'Adetikopé joue un rôle clé dans cette politique. Elle est destinée à générer de nouveaux emplois, notamment dans le secteur textile, et à soutenir l'industrialisation du pays. Ces mesures visent à renforcer les capacités administratives et industrielles du Togo, à améliorer l'accès aux services publics et soutenir le développement économique national. Elles devraient contribuer à améliorer les conditions de vie des populations et renforcer l'attractivité du Togo en tant que destination d'investissement en Afrique de l'Ouest. Toutefois, leur succès dépendra de l'efficacité de leur mise en œuvre ainsi que de l'adaptation continue aux besoins changeants du marché du travail et des secteurs économiques en constante évolution. Malgré les potentialités pour la production de riz au Togo, la production locale ne couvre que 32% de la demande. Ceci fait que les importations ne cessent d'augmenter chaque année. Selon les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, en 2023, le pays a importé en valeur plus de 43 milliards de francs CFA de riz. Il s'agit d'une progression dépassant les 150% comparé à 2019 où les importations s'élevaient à 16 milliards de francs CFA. Ainsi, en 2023, le pays a importé plus de 52 000 tonnes de riz thaïlandais. Outre la Thaïlande, l'Inde reste le principal exportateur de riz vers le Togo, représentant près de 90% des importations de riz du pays. Ces chiffres illustrent la dépendance excessive du Togo, ce qui appelle à des actions urgentes pour surmonter les contraintes et atteindre l'autosuffisance en riz selon les experts. Face à la situation, le pays a le devoir de tout mettre en œuvre pour valoriser le riz du terroir et favoriser également sa disponibilité pour la consommation de tous. Sommet Italie-Afrique, sommet Afrique-Corée du Sud, sommet Indonésie-Afrique, sommet Chine-Afrique, sommet Russie-Afrique, sommet États-Unis-Afrique.
Voilà quelques-unes des grandes rencontres qui avaient réuni les pays africains avec les puissances occidentales et les pays émergents au cours de l'année 2024. Cependant, une question se pose. Quels sont les impacts de ces sommets sur l'industrialisation et le développement dans les pays africains participants de ces sommets? Cette question, non moins pertinente, a intéressé aussi l'agence Ecofin qui a décidé d'y voir un peu plus clair. Dans un rapport sur ces sommets, l'agence fait ressortir que tous ces sommets se sont soldés par des annonces de financement et des signatures d'accords pour plusieurs milliards de dollars. Sommet Italie-Afrique, 6 milliards. Sommet Corée du Sud-Afrique, 24 milliards. 3,5 milliards en Indonésie et le sommet Chine-Afrique a promis plus de 50 milliards d'investissements en Afrique. Pour l'agence Ecofin, les accords signés lors de ces sommets s'alignent essentiellement sur les priorités stratégiques et géopolitiques des pays hôtes. En exemple, la Chine préfère investir dans les infrastructures et le commerce. Même si ces investissements combleront le déficit en Afrique, ils préparent le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Les États-Unis sont dans l'agrobusiness, les services financiers et l'énergie. La Russie, quant à elle, oriente sa coopération vers la sécurité. Au final, les pays africains constatent que ces accords ne répondent pas totalement aux besoins de la transformation de leurs économies par des politiques industrielles. Par contre, ils ne font qu'aggraver l'endettement du continent, selon le rapport de l'agence Ecofin. Il n'avait pas réagi aux propos d'Emmanuel Macron, dénonçant l'ingratitude de certains pays africains envers la France. L'occasion lui a été fournie ce lundi par une cérémonie de vœux à Ouagadougou. Et le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le Burkina Faso, n'a pas mâché ses mots. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain. Notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. Les relations entre le Burkina Faso et la France se sont dégradées depuis la prise de pouvoir de ce capitaine en septembre 2022. Avec le Mali et le Niger, les trois gouvernements issus de coups d'État ont rompu la coopération militaire avec la France et obtenu le départ des soldats français présents sur leur sol. Depuis, les relations sont au plus froid. S'il n'est pas athée et qu'il prie, à chaque matin qu'il se réveille et qu'il prie, il devrait aussi prier les Africains. Parce que c'est grâce à nos ancêtres qu'il existe aujourd'hui une France. Voilà, mesdames et messieurs, je ne serai pas... Début janvier, Emmanuel Macron avait affirmé que certains pays africains avaient, je cite, oublié de dire merci après l'intervention militaire française au Sahel. Mais les résultats ont été limités et une vague de rejet de l'armée française a commencé en 2022. Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, c'est le Tchad et le Sénégal, puis la Côte d'Ivoire qui ont demandé son départ. Trois citoyens chinois ont été condamnés en République démocratique du Congo à 7 ans de prison et à une amende de 600 000 $ pour exploitation minière illégale. Une première pour des étrangers opérant sans autorisation des autorités congolaises. Les accusés ont été interpellés début janvier avec 10 lingots d'or et 400 000 $ en espèces. Ils ont également été reconnus coupables de fraude, de blanchiment d'argent et de pillage. Leurs avocats annoncent leur intention de faire appel, affirmant que le jugement survenu mardi est injustifié. Les avocats des victimes, eux, saluent cette décision, la qualifiant d'avertissement pour les futures exploitations illégales en RDC. Ce verdict intervient dans un contexte de lutte accrue contre l'exploitation illégale des ressources minières en RDC, notamment dans le Sud Kivu, une région où les violences des groupes armés est omniprésente. Arrivés au petit matin, ces véhicules des services d'urgence s'activent pour secourir les dizaines de personnes piégées à plusieurs kilomètres de profondeur dans cette mine d'or abandonnée à 150 km au sud-ouest de Johannesburg. De nombreux corps sans vie, mais aussi près de 80 survivants, immédiatement pris en charge par les médecins.
Ils sont extrêmement maigres et déshydratés, dans un état physique très grave, et il est très clair qu'ils ont besoin d'une attention médicale urgente. Il faut évidemment aussi s'occuper du traumatisme psychologique. La fin de 4 mois de calvaire pour ces 400 orpailleurs clandestins, bloqués dans le puits par la police qui les attend à la sortie et qui a suspendu les ravitaillements en eau, nourriture et autres fournitures vitales pour les pousser à sortir. Par peur d'être arrêtés, de nombreux mineurs ont préféré rester sous terre et seraient aujourd'hui trop faibles pour remonter. Ce vendredi, un tribunal de Pretoria a ordonné aux autorités sud-africaines l'évacuation de la mine. Un verdict justifié par l'état physique des survivants et les cadavres qui s'accumulent. Les ONG et proches de mineurs piégés dénoncent une gestion honteuse de la situation. C'est nous qui avons dû aller au tribunal pour qu'il fasse venir les équipes de secours. Il n'y a donc pas de quoi se réjouir. Mais au moins, les personnes qui ont perdu des membres de leur famille pourront les enterrer. Les opérations de sauvetage devraient prendre encore 2 semaines, mais les interrogations persistent sur le sort réservé aux mineurs clandestins une fois sortis du puits. Selon plusieurs médias locaux, près de 30 000 personnes se livreraient à de l'orpaillage illégal dans les 6 000 mines abandonnées du pays, souvent contrôlées par des organisations criminelles violentes. Au Zimbabwe, le parti au pouvoir, la ZANU-PF, a proposé de prolonger de 2 ans le mandat du président Emmerson Mnangagwa jusqu'en 2030. À 82 ans, Mnangagwa est actuellement dans son 2e et dernier mandat qui expire en 2028. Une telle prolongation nécessiterait une modification de la Constitution, mais aucune modalité n'a encore été définie. Depuis son indépendance en 1980, le Zimbabwe est dominé par la ZANU-PF, souvent au mépris des règles démocratiques. Robert Mugabe, prédécesseur de Mnangagwa, avait lui-même utilisé des stratagèmes pour rester au pouvoir jusqu'à sa chute en 2017. Aujourd'hui, des juristes rappellent que toute modification constitutionnelle nécessiterait au moins 2 référendums. L'idée d'abolir les limites de mandat avait déjà été discutée lors d'une conférence du parti en octobre dernier. Elle reflète une tendance observée en Afrique où de nombreux dirigeants ont réussi à prolonger leur règne en modifiant la Constitution. Mnangagwa a pourtant affirmé qu'il respecterait la loi et quitterait le pouvoir en 2028. C'est dans un contexte de crise post-électorale que le président élu du Mozambique, Daniel Chapo, a pris officiellement fonction ce mercredi, au cours d'une traditionnelle cérémonie d'investiture en présence d'autres dirigeants du continent, dont le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le Frélimo, au pouvoir sans partage depuis 1975, aura la lourde charge de mettre fin aux manifestations orchestrées par l'opposant Venancio Mondlane, rentré de son exil la semaine dernière. Ces manifestations paralysent une économie déjà fragilisée par les phénomènes météorologiques. Déjà lundi, la rentrée parlementaire avait été émaillée par l'absence des députés de la Renamo et du Podemos, 2 partis de l'opposition qui contestent depuis des mois les résultats des élections générales du 9 octobre. Conséquence, la rue Grande et la police tirent, souvent sans état d'âme. Plusieurs ONG locales ont déjà dénombré des centaines de morts. Investi, le successeur de Philippe Nyusi s'est engagé à consacrer toute son énergie à la promotion de l'unité. En Corée du Sud, après une première tentative infructueuse début janvier, les agents du bureau d'enquête de la corruption des hautes personnalités sont parvenus dès l'aube ce mercredi à arrêter le président Yoon Suk-yeol. Cette arrestation est la première pour un chef d'État sud-coréen en exercice. Que lui reproche-t-on? Le 3 décembre, le président a introduit une loi martiale pour, semble-t-il, lutter contre les forces communistes nord-coréennes et lutter contre les éléments hostiles à l'État. Sauf que la mesure a défrayé la chronique et jeté dans les rues des dizaines de personnes. Le président a depuis été suspendu par les députés et est visé par une enquête pour rébellion, un crime passible de la peine de mort. Yoon Suk-yeol avait jusque-là toujours refusé de s'expliquer, poussant les procureurs à recourir à des mandats d'arrêt afin de l'y forcer. Cette fois-ci, le président dit avoir accepté de se rendre pour éviter un bain de sang.